Merci, Monsieur le Président. Je remercie les membres du jury qui ont accepté d'évaluer mon travail ce soir et je vous remercie tous d'être présents à l'université ce soir. Je vais vous présenter donc les résultats obtenus au cours de mes 3 ans de thèse qui concernaient l'amélioration des connaissances sur les épidémies d'arbovirose en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique, et notamment l'importance du vecteur régional Aedes aegypti. Cette thèse, je l'ai réalisée à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, dans l'unité de recherche et d'expertise dengue et arbovirose, sous la direction de Muriel Dupont-Rousérol. Donc ma présentation va être découpée en 3 grandes parties. Tout d'abord un contexte, le contexte dans lequel s'est déroulée mon étude, la démarche expérimentale où je vous présenterai les résultats obtenus au cours des 3 études que j'ai réalisées au cours de ma thèse, et enfin une discussion générale où je ferai un résumé des résultats obtenus et une mise en perspective de ces résultats. Donc tout d'abord le contexte dans lequel s'est déroulée cette étude. J'ai étudié les arboviroses, qui sont des maladies dues à des arbovirus. Ce sont des virus qui sont transmis d'un hôte vertébré à un autre hôte vertébré par la piqûre d'un insecte vecteur. Si on prend le cas de la Nouvelle-Calédonie, les virus, ce seront les virus de la dengue, du chikungunya ou du Zika. L'hôte, ce sera l'homme. Et les vecteurs, ce seront les moustiques, et en particulier les moustiques du genre Aedes. Les interactions entre ces 3 acteurs sont soumises à l'influence de l'environnement. Et ce facteur a une importance particulière dans la région Pacifique, car la région Pacifique est composée de milliers d'îles qui sont réparties sur 6000 km et qui ont des spécificités environnementales en fonction des différents climats de ces îles. Au cours de ma thèse, je me suis intéressée à 2 virus, le virus de la dengue et le virus Zika. Je vais tout d'abord vous parler du virus de la dengue. C'est un flaviviridé de la famille du genre Flavivirus. Il existe 4 sérotypes de dengue, appelés dengue 1 à dengue 4, qui sont eux-mêmes sous-divisés en génotypes. Les chiffres de l'OMS estiment que 390 millions de personnes sont infectées par an avec un des sérotypes de la dengue. D'après la nouvelle classification de l'OMS, il existe 2 formes de la maladie. La forme dite classique, qui entraîne de la fièvre, des nausées ou des douleurs, qu'elles soient musculaires ou articulaires. Et après un passage par des différents signes d'alerte, on peut arriver à la forme dite sévère de la maladie, où il y aura des fuites plasmatiques, des saignements ou encore des atteintes organiques sévères. L'OMS estime qu'il y a 500 000 personnes qui souffrent de dengue sévère par an, et que cette maladie entraîne 12 500 décès des suites de la maladie. Si on s'intéresse à l'épidémiologie mondiale de la dengue, on voit que le schéma a un peu changé ces dernières années. Dans les années 40 et 50, pour les 4 sérotypes de dengue, on observait une circulation principalement en Amérique du Sud et en Asie des 4 sérotypes de la dengue. Dans les années 80, on observe une diffusion des épidémies dans différents continents. Et dans les années 2000, on voit que les épidémies de dengue sont répertoriées dans toute la zone tropicale et intertropicale, et notamment dans la région Pacifique. De récentes études ont démontré qu'environ 3,9 milliards de personnes sont exposées aujourd'hui aux différents sérotypes de la dengue dans 128 pays à travers le monde. La dengue est donc devenue un problème de santé publique majeur à l'échelle mondiale. Cette circulation de la dengue dans les différents continents du monde entraîne des différenciations génotypiques. Si on prend l'exemple de la dengue 1, on observe la division en 5 génotypes liés aux régions géographiques dans lesquelles ont pu circuler ces différentes souches. Je vais maintenant vous parler un peu plus du virus Zika. Il fait lui aussi partie de la famille des flaviviridés, du genre Flavivirus. Ses symptômes sont proches de celui de la dengue, mais on a observé qu'il y avait plus fréquemment des éruptions cutanées et des conjonctivites chez les patients infectés. Et la récente épidémie a mis en avant des atteintes neurologiques graves suite à l'infection avec le virus Zika, notamment des syndromes de Guillain-Barré chez l'adulte et des microcéphalies fétales. Le virus Zika a été isolé pour la première fois en 1947 en Ouganda et ensuite a circulé dans différents pays du continent africain, mais aussi en Asie. La circulation sur ces 2 continents a entraîné une différenciation génétique et une différenciation génétique en 2 lignées, la lignée africaine et la lignée asiatique. La première épidémie humaine décrite a eu lieu à Yap en 2007 et le virus a réémergé en 2013 en Polynésie française.
L'épidémie qui a eu lieu en Polynésie en 2013 était due à un Zika de la lignée asiatique. L'épidémie qui a touché la Polynésie française a ensuite diffusé à l'ensemble de la région Pacifique, notamment la Nouvelle-Calédonie, où une épidémie a été observée entre 2014 et 2017, mais aussi en Amérique du Sud. Et les chiffres récents ont montré que la circulation du virus Zika a eu lieu dans 11 pays et territoires du Pacifique et dans plus de 48 pays en Amérique du Sud. Cette circulation dans la région Pacifique et en Amérique du Sud a entraîné aussi une différenciation au sein de la ligne asiatique. Et on observe maintenant un sous-groupe Amérique et un sous-groupe Pacifique. Mon étude a été réalisée dans le Pacifique et je vais maintenant m'intéresser à la circulation de ces arbovirus dans le Pacifique. En 2007, on observait une circulation de différents sérotypes de dengue, mais de façon locale dans la région. Et on avait aussi la première épidémie due au virus Zika. En 2009, on observait une circulation plus régionale de différents sérotypes de dengue. En 2011, un fait marquant, la première épidémie de chikungunya est déclarée en Nouvelle-Calédonie. Et en 2014, on observe la co-circulation de différents sérotypes de dengue à l'échelle régionale, mais aussi une épidémie de chikungunya et de Zika. En Nouvelle-Calédonie, les épidémies d'arbovirose font régulièrement la une des journaux locaux et on observe depuis 5 ans une augmentation de la fréquence des épidémies dues aux arbovirus. Et on observe notamment la co-circulation de plusieurs arbovirus depuis ces 5 dernières années. Les épidémies d'arbovirose en Nouvelle-Calédonie ont un coût pour la santé des Calédoniens, mais ça a aussi un coût financier. Notamment, la Direction des Affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie a estimé que l'épidémie de 2012 et 2014 due au sérotype 1 de la dengue a entraîné des dépenses à hauteur de 1,6 milliard de francs pacifiques, ce qui représente 0,02% du PIB de la Nouvelle-Calédonie en 2012. 80% de ces dépenses concernaient la maladie, donc le diagnostic des patients, mais aussi la prise en charge de ces patients, et 20% étaient consacrés à la prévention, à la surveillance et au contrôle vectoriel. En effet, à l'heure actuelle, il n'existe aucun vaccin ou traitement contre ces arbovirus, et le seul moyen de lutter contre les épidémies est d'agir directement sur le vecteur, soit par de la prévention afin de limiter les gîtes lavaires, soit en utilisant des insecticides. Comme je vous l'ai dit, les arbovirus sont transmis par des vecteurs, en particulier des moustiques. Je vais maintenant vous présenter un peu plus ces vecteurs. À l'échelle mondiale, le vecteur d'arbovirus le plus répandu, c'est Aedes aegypti. On le retrouve dans toute la zone tropicale et intertropicale. Un vecteur secondaire que l'on retrouve aussi à l'échelle mondiale, c'est Aedes albopictus, qu'on retrouve aussi en zone tropicale et intertropicale, mais aussi dans des zones plus tempérées comme en Europe. Dans le Pacifique, Aedes aegypti est aussi le vecteur principal d'arbovirose. On le retrouve dans toute la zone pacifique, à l'exception de quelques îles isolées. On a aussi Aedes polynesiensis, qui est présent dans tout l'est de la région Pacifique. Aedes albopictus, qu'on retrouve à l'ouest. Et des vecteurs qu'on retrouve plus localement, comme Aedes ancili, qu'on retrouve en Micronésie. En Nouvelle-Calédonie, à l'heure actuelle, il n'y a que Aedes aegypti qui est connu comme vecteur d'arbovirus. Et les chiffres et les indices entomologiques, notamment l'indice maison, qui correspond au pourcentage de maisons pour laquelle au moins un gîte larvaire positif est retrouvé, semblent montrer une diminution de la densité de vecteurs, notamment à Nouméa. Mais ce qu'on peut observer aussi, c'est que malgré que ces indices diminuent, les épidémies, notamment les épidémies de dengue, survenaient à différentes années. Pour cela, les laboratoires tels que l'Institut Pasteur ont décidé d'étudier un peu plus les virus, notamment le virus de la dengue 1 qui a circulé en Nouvelle-Calédonie entre 2001 et 2013. Ils ont observé qu'il y avait une persistance de ce sérotype avec une circulation de 2 génotypes. Le génotype dengue 1, provenant d'Asie du Sud-Est, et le génotype 4, provenant de la région Pacifique, avec un remplacement génotypique observé en 2012. En Polynésie française, ils ont étudié aussi ce virus de la dengue 1, le virus qui avait en particulier circulé entre 2001 et 2006. Ils ont observé qu'il n'y avait pas eu de nouvelle introduction de souches de dengue 1 dans cette période et qu'il y avait eu une possible adaptation au vecteur. Notamment en Polynésie française, il y a la présence d'Aedes polynesiensis et d'Aedes aegypti. Aedes aegypti que l'on retrouvera plutôt en zone urbaine et Aedes polynesiensis qu'on retrouvera en zone rurale.
Et il semblerait que le virus de la dengue 1 se soit adapté à ces vecteurs. Nous avons aussi étudié le virus Zika par l'étude de plusieurs génomes. Cette étude a démontré qu'il y avait une seule introduction en Polynésie française, avec une diffusion ensuite de cette souche virale dans l'ensemble de la région Pacifique. Et cette étude a permis de confirmer des résultats qui avaient déjà été décrits dans la bibliographie, qui montraient des différences génétiques entre le sous-groupe Amérique et le sous-groupe Pacifique. Une première étude de compétences vectorielles avait été réalisée avec le vecteur Aedes aegypti calédonien, avec le virus chikungunya. Ce que cette étude avait montré, c'est qu'il y avait transmission du virus chikungunya après 3 jours post-infection, et que la transmission, que ce soit pour la souche isolée en Nouvelle-Calédonie ou une souche isolée à l'île de la Réunion, la transmission était de 30 à 80%. Une étude épidémiologique sur les épidémies de dengue en Nouvelle-Calédonie avait aussi permis de montrer l'impact de l'environnement, et notamment des températures et des conditions socio-économiques sur la distribution des épidémies, et avait démontré que la distribution des cas de dengue en Nouvelle-Calédonie était hautement hétérogène. Ma thèse s'est plus particulièrement intéressée aux interactions entre le virus et le vecteur. Ces interactions sont importantes car elles font partie de ce qu'on appelle la capacité vectorielle. La capacité vectorielle permet de déterminer l'efficacité d'un vecteur à transmettre un arbovirus en conditions naturelles. Elle prend en compte des facteurs extrinsèques liés à l'hôte, à l'environnement, à la densité de vecteur, mais aussi des facteurs intrinsèques liés à la longévité du vecteur, aux préférences trophiques, à la fréquence des repas et à la compétence vectorielle. On peut ainsi calculer la capacité vectorielle avec cette formule qui prend en compte des facteurs liés au vecteur, des facteurs qui représentent les interactions entre le vecteur et l'hôte, et des facteurs représentant l'interaction entre le vecteur et le virus. Ces deux facteurs, qui sont la proportion de vecteurs infectés et la durée de la période d'incubation extrinsèque, peuvent être étudiés lors d'expériences de compétences vectorielles. Ces études de compétences vectorielles permettent d'étudier la capacité du virus à infecter le vecteur. Ça veut dire que lorsque le moustique nous pique, il va ingérer un repas sanguin pouvant contenir du virus, et le virus sera capable d'infecter l'épithélium intestinal. Ensuite, nous pouvons nous intéresser à la dissémination virale. Cela signifie que le virus pourra franchir la barrière de l'épithélium intestinal et disséminer dans l'ensemble du corps du moustique, et on retrouvera ainsi du virus dans les ailes, dans la tête ou dans les pattes du moustique. On peut ensuite étudier la transmission virale. Cela signifie que le virus sera capable d'infecter et de franchir la barrière des glandes salivaires et ainsi être retrouvé dans la salive. Car quand le moustique nous pique, il nous transmet un peu de sa salive. Et c'est par cette salive qu'il va nous transmettre les virus. On peut donc ainsi déterminer ces différents facteurs, mais on peut aussi déterminer la durée d'incubation extrinsèque, qui correspond au moment où le moustique s'infecte jusqu'au moment où le moustique nous transmet le virus. Ma thèse s'est particulièrement intéressée aux structurations génétiques des populations d'Aedes aegypti dans la région, en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique, et de déterminer aussi quelle était l'habilité de transmission du vecteur Aedes aegypti calédonien pour le virus de la dengue et du Zika. Je vais maintenant passer à la partie démarche expérimentale qui va être divisée en 3 sous-parties. Tout d'abord, l'étude de la diversité génétique d'Aedes aegypti dans la région Pacifique. Je vais ensuite vous présenter les résultats obtenus lors d'une étude de compétences vectorielles d'Aedes aegypti pour le virus de la dengue 1. Et je terminerai par l'étude de la compétence vectorielle d'Aedes aegypti pour le virus Zika. Donc tout d'abord, l'étude de la diversité génétique d'Aedes aegypti dans la région Pacifique. Aedes aegypti est le vecteur principal d'arbovirus dans la région Pacifique, mais peu d'études avaient été réalisées sur ce vecteur. On connaissait sa répartition à l'échelle régionale et 2 études de génétique avaient été réalisées au niveau local en Polynésie française. Ces études avaient permis de démontrer qu'il y avait peu d'échanges génétiques entre les populations des différentes îles de Polynésie française et qu'il y avait une adaptation de ces populations aux écotopes, notamment de l'île de Tahiti et de Moorea. Nous nous sommes donc intéressés à l'étude de la variabilité génétique d'Aedes aegypti, tout d'abord à l'échelle régionale et ensuite à une échelle intra-île, en Nouvelle-Calédonie, à Fidji, Tonga et en Polynésie française. Pour cela, nous avons réalisé des collectes de populations d'Aedes aegypti dans différents sites, notamment en choisissant des sites qui correspondaient à différents contextes environnementaux de la région Pacifique. Nous avons réalisé des échantillonnages dans 4 grandes villes de la région Pacifique, à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, à Suva à Fidji, à Avelu à Tonga et à Papeete à Tahiti.
Nous avons ensuite réalisé des échantillonnages dans des villes périurbaines, aux conditions climatiques des précédentes villes que je vous ai présentées, à Point-Dimier en Nouvelle-Calédonie et à Lautoka à Fidji. Et nous avons enfin réalisé des échantillonnages dans des îles plus isolées avec des spécificités environnementales. À Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, à Tubuai dans les îles australes en Polynésie française et à Vataou dans les îles Marquises, toujours en Polynésie française. Nous avons ensuite réalisé une étude de structure génétique de ces populations en étudiant 9 microsatellites afin d'étudier la variabilité génétique intra- et interpopulation et à essayer de déterminer s'il y avait un lien entre les distances génétiques et les distances géographiques. Nous avons ensuite réalisé une analyse phylogénétique avec l'analyse de 2 gènes mitochondriaux, le gène CO1 et le gène ND4, afin de déterminer quelle était la possible origine géographique des populations d'Aedes aegypti du Pacifique pour essayer de mieux comprendre la migration de ce vecteur dans la région. Donc, tout d'abord, les résultats de la structuration génétique. L'indice FST qui mesure la réduction des hétérozygosies et donc qui est un indice de la différenciation génétique nous a indiqué qu'il y avait une différenciation génétique significative et modérée à l'échelle régionale. Notre FST était de 0,136. À titre d'exemple, une étude réalisée sur différents vecteurs Aedes aegypti à travers le monde avait montré que la différence génétique entre des Aedes aegypti de Tahiti et des Aedes aegypti de Mexico avait une différence avec un indice de FST de 0,377. Si on s'intéresse maintenant aux différences génétiques entre les différents sites de collecte, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation significative entre les distances génétiques et les distances géographiques. Si on prend le cas de Nouméa et Point-Dimier, qui sont tous les deux sur la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie, et de Lautoka et Suva, qui sont tous les deux sur la même île à Fidji, on observe une faible différenciation génétique. Alors que si on regarde la différenciation génétique entre Ouvéa en Nouvelle-Calédonie et Vataou en Polynésie française, on observe une forte différenciation génétique. On a continué ensuite de s'intéresser à la structuration des populations. Nous sommes aperçus que nos populations étaient principalement regroupées en 2 sous-populations, mais aussi en 4 et 7 sous-populations. Je vais m'intéresser et vous présenter particulièrement les résultats pour 2 sous-populations et 7 sous-populations. Sur ce graphe, chaque barre verticale représente un moustique analysé et chaque couleur correspond à un sous-groupe analysé. Si on observe 2 sous-groupes au sein de la population du Pacifique, on voit que des différences génétiques sont observées entre les moustiques de Nouvelle-Calédonie et ceux des autres îles. Si on s'intéresse à 7 sous-groupes, on voit que Suva et Papeete, qui sont toutes les deux des grandes villes de la région Pacifique, présentent une forte différenciation génétique, alors que Nouméa, Point-Dimier et Lautoka présentent une diversité modérée, et Ouvéa, Avelu, Tubuai et Vataou présentent une isolation génétique. Maintenant, je vais vous présenter les résultats qui concernent l'étude des gènes mitochondriaux. Sur cette carte, à gauche, sont représentés les résultats de fréquence d'haplotype pour le gène CO1 et à droite, ceux du gène ND4. Pour le gène CO1, nous avons observé 7 haplotypes différents, avec un haplotype majeur représenté en bleu qu'on retrouve dans la plupart des populations de la région Pacifique, et 6 haplotypes qui semblent être répartis géographiquement. Pour le gène ND4, on observe 3 haplotypes différents, un haplotype majeur représenté en jaune, et 2 haplotypes qui semblent aussi être répartis géographiquement. Si on s'intéresse au gène ND4, on voit que Suva est la seule population où on retrouve les 3 haplotypes du gène ND4. Il semble donc que Suva semble être au centre de la répartition géographique de ces haplotypes. Je vais maintenant vous présenter les résultats de l'étude phylogénétique. Les moustiques du Pacifique sont représentés en rouge sur cet arbre. On observe un lien entre les populations d'Aedes aegypti de la région Pacifique avec des Aedes aegypti isolés en Asie, représentés par un point violet, des populations d'Aedes aegypti d'Amérique, avec le point orange, et des populations d'Aedes aegypti d'Australie, avec le point bleu. Nous avons cherché quels étaient les liens possibles avec ces moustiques de ces différentes régions. Et nous avons émis l'hypothèse que les liens entre les moustiques de la région Pacifique et d'Amérique, Australie et Asie pouvaient être expliqués par la migration humaine dans la région Pacifique.
Le lien avec les moustiques d'Asie pourrait être expliqué par l'immigration des travailleurs asiatiques au cours du 19e et du 20e siècle. Le lien avec les moustiques d'Australie pourrait être expliqué par le commerce de la baleine, du santal et du sucre qui a eu lieu au 19e siècle. Et le lien avec les souches d'Aedes aegypti d'Amérique pourrait être expliqué avec le mouvement des troupes américaines lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette première étude nous a permis d'observer une différenciation génétique modérée du vecteur Aedes aegypti à l'échelle régionale, qu'il y avait un lien entre l'isolement génétique des populations et celui des îles, que les différences génétiques étaient probablement dues aux contextes environnementaux, notamment à la température, à l'humidité, mais à l'environnement aussi, mais aussi à l'utilisation intensive d'insecticides qui entraînèrent la sélection d'individus résistants. Nous avons émis l'hypothèse que les origines des populations d'Aedes aegypti pouvaient être liées à la migration et aux différents axes de commerce maritime dans la région Pacifique. Pour confirmer cette hypothèse, il semblerait intéressant d'augmenter les nombres des populations étudiées. Nous avons donc montré des différences génétiques entre les populations d'Aedes aegypti de la région Pacifique et nous avons voulu savoir si ces différences génétiques avaient un impact sur la compétence vectorielle de ce vecteur. Nous avons donc étudié la compétence vectorielle d'Aedes aegypti pour le virus de la dengue 1. Nous sommes intéressés au virus de la dengue 1 car c'est le sérotype viral qui a été le plus détecté dans la région Pacifique. Et donc nous avons évalué la compétence vectorielle d'Aedes aegypti pour ce virus. La compétence vectorielle, c'est l'aptitude d'un vecteur à s'infecter, à assurer la multiplication et à transmettre un agent pathogène. Lors de ces études, nous déterminons donc le taux d'infection qui correspond au nombre de corps infectés sur le nombre de moustiques testés. Et on peut ainsi évaluer l'infection de l'épithélium intestinal par le virus. On peut déterminer le taux de dissémination qui correspond au nombre de têtes infectées sur le nombre de corps infectés et ainsi déterminer si le virus est capable de franchir la barrière intestinale. On peut ensuite déterminer le taux de transmission qui correspond au nombre de salives contenant du virus infectieux sur le nombre de têtes infectées et ainsi déterminer si le virus est capable d'infecter et de franchir l'épithélium des glandes salivaires. Et enfin, on peut déterminer l'efficacité de transmission qui correspond au nombre de salives contenant du virus infectieux sur le nombre de moustiques testés. Pour cette étude de la compétence vectorielle d'Aedes aegypti pour le virus de la dengue 1, nous avons échantillonné nos populations de Nouvelle-Calédonie au même site que les échantillonnages réalisés lors de l'étude de génétique. Donc, nous avons réalisé des échantillonnages à Nouméa, à Poindimé et à Ouvéa. Nous avons aussi voulu comparer la compétence vectorielle de ces trois populations avec une population d'Aedes aegypti récoltée à Papeete à Tahiti. Pour réaliser ces études de compétences vectorielles, nous collectons et élevons nos moustiques à l'insectarium. Nous sélectionnons des femelles de 6 à 8 jours auxquelles nous donnons un repas artificiel infectieux contenant le virus. Nous sélectionnons les femelles pleinement gorgées et nous analysons par des salivations forcées ces femelles à différents jours post-infection afin de récolter la salive. Nous essayons ensuite de détecter le virus. Dans cette étude, nous avons détecté le virus dans la tête et les corps par RT-PCR et dans les salives par immunofluorescence. Les résultats du taux d'infection nous ont montré que pour les populations de Nouvelle-Calédonie, la population de Nouméa étant représentée en rouge, celle d'Ouvéa en jaune et celle de Poindimé en bleu, que les taux d'infection étaient modérés à faibles. On observait des différences significatives entre la population d'Ouvéa et celle des deux autres villes dès 14 jours post-infection, et on observait une diminution du taux d'infection pour les populations de Nouméa et de Poindimé pendant les 21 jours d'analyse. Il semble donc que le virus de la dengue 1 ait des difficultés à infecter l'épithélium intestinal, et il semble donc que l'épithélium intestinal joue un rôle de barrière dans l'infection du vecteur par le virus de la dengue 1. Les taux de dissémination semblaient élevés et homogènes pour les trois populations d'Aedes aegypti après 14 jours post-infection. Les taux de transmission étaient faibles à modérés et on a observé qu'il semble du coup avoir un passage limité du virus au travers de l'épithélium des glandes salivaires et que l'épithélium des glandes salivaires jouerait aussi un rôle de barrière dans la transmission du virus de la dengue 1. Nous avons donc observé une efficacité de transmission qui était faible et homogène entre les trois populations d'Aedes aegypti de Nouvelle-Calédonie. Si on compare maintenant nos résultats observés pour l'Aedes aegypti de Nouméa avec la population d'Aedes aegypti de Papeete, on observe des différences significatives
au niveau du taux d'infection et au niveau de l'efficacité de transmission. Lors de cette étude, nous avons donc montré que les différentes populations d'Aedes aegypti pouvaient transmettre le virus de la dengue 1, qu'il y avait une faible transmission de ce virus pour toutes les populations testées, inférieure à 35%, et on observait des différences pour le taux d'infection entre les différentes populations d'Aedes aegypti de Nouvelle-Calédonie et des différences entre les populations d'Aedes aegypti de Nouméa et de Papeete à 21 jours après analyse. Ce que cette étude nous a montré, c'est que nos résultats, avec notamment la faible transmission du virus de la dengue 1, étaient en corrélation avec les données bibliographiques. On a ainsi observé que les barrières physiologiques du moustique semblaient jouer un rôle important dans la transmission du virus de la dengue 1, que l'infection de l'épithélium intestinal était limitée et que le passage de l'épithélium des glandes salivaires était lui aussi limité. Nous avons observé une diminution du taux d'infection au cours du temps pour les populations de Nouméa et Pointe-Dimier. Nous avons émis l'hypothèse que cette diminution du taux d'infection était due à l'impact du microbiome ou à l'impact de l'immunité innée du moustique. Nous avons observé des différences entre Nouméa et Papeete. Ces différences pourraient être expliquées par des spécificités génotype vecteur, génotype viral. On a observé en effet une différence génétique modérée entre ces deux populations lors de l'étude de la génétique des populations. Mais d'autres facteurs, tels que le microbiome et l'immunité innée, pourraient aussi expliquer ces différences. Cette étude de compétences vectorielles nous a donc montré que le vecteur Aedes aegypti transmettait peu le virus et que pour expliquer les épidémies qui ont lieu en Nouvelle-Calédonie, il faudrait prendre en compte d'autres facteurs, notamment liés à l'environnement, qui peuvent être la densité de moustiques, la fréquence des piqûres ou encore la température et l'humidité. Lors de ma thèse, un nouveau virus a été détecté dans la région Pacifique. C'est le virus Zika. Et nous avons donc décidé de nous intéresser un peu plus à ce virus. Nous avons donc réalisé une étude de la compétence vectorielle d'Aedes aegypti pour le virus Zika. Dans l'introduction, je vous avais précisé que le virus Zika est divisé en deux grandes lignées, la lignée asiatique, qui était elle-même divisée en deux sous-groupes, le sous-groupe Pacifique et le sous-groupe Amérique. On retrouve en effet une mutation au niveau de la protéine NS5 de ce virus, et qu'il y avait une différence entre la lignée asiatique et la lignée africaine, et cette différence est de 12% entre les deux lignées. Nous avons donc voulu savoir si les différences génétiques entre les différentes souches de Zika pouvaient impacter la compétence vectorielle d'Aedes aegypti. Pour cela, nous avons utilisé 3 souches de Zika de Nouvelle-Calédonie. Une souche appelée 5132 qui a été isolée en 2014 et qui a été utilisée pour différentes études de compétences vectorielles, notamment avec des vecteurs d'Europe et d'Amérique. Le virus NC843 qui a été isolé en 2014, en début de l'épidémie. Le virus NC2391 qui a été isolé en 2015, et donc à la fin du pic épidémique. Et un Zika d'Amérique du Sud qui a été isolé en Guyane en 2016. Pour la lignée africaine, nous avons infecté les moustiques avec 3 souches différentes du virus Zika. Le virus MR766 qui a été la première souche isolée en 1947. Le virus HD qui a été isolé au Sénégal en 1991 et le virus ARD qui a été aussi isolé au Sénégal en 2002. Comme pour le virus de la dengue 1, on a étudié la compétence vectorielle en réalisant des infections. Nous avons analysé les salives des moustiques à 6, 9, 14 et 21 jours après infection et la détection du virus ça a été cette fois-ci faite en plaque essai. Les taux d'infection étaient globalement hauts pour toutes les souches testées, avec plus de 80% de moustiques infectés après 14 jours post-infection. Les taux de dissémination étaient modérés pour les Zika de la lignée asiatique, allant de 12 à 69%. Elles étaient aussi modérées pour le virus africain ARD, avec des disséminations inférieures à 63%, et hauts pour les virus HD et MR766. Avec un taux de dissémination supérieur à 73%. Il semble donc que le franchissement de la barrière intestinale soit limité pour les Zika de la lignée asiatique, ainsi que pour le Zika ARD. Pour les taux de transmission, on a observé des faibles taux de transmission pour les Zika de la lignée asiatique, inférieurs à 20%, et les taux de transmission sont aussi faibles pour le Zika ARD, inférieurs à 18%, et ces taux de transmission sont hauts
pour les virus HD et MR766, supérieur à 44% après 9 jours post-infection. Il semble donc que là aussi, le passage des barrières des glandes salivaires soit limité pour les Zika de la lignée asiatique et pour le virus ARD. Je vais m'intéresser maintenant aux résultats de l'efficacité de transmission, qui correspond donc au nombre de salives contenant du virus infectieux sur le nombre de moustiques testés. Sur ce graphe sont représentées les souches de Zika de Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on peut observer, c'est que l'efficacité de transmission est faible pour l'ensemble des Zika étudiés, inférieure à 10%. On observe cette fois-ci pour le Zika d'Amérique du Sud une faible transmission aussi, semblable au virus calédonien. Il semble donc que les différences génétiques entre les deux sous-groupes de la lignée asiatique sont sans impact pour la transmission par le vecteur calédonien. Si on s'intéresse maintenant à la transmission des différents virus de la lignée africaine, on voit qu'il y a une forte transmission, notamment du virus MR766 qui est ici en rouge et le virus HD qui est en orange, avec un maximum observé à 14 jours à 70% d'efficacité de transmission. Et on observe des différences significatives entre la lignée africaine et asiatique après 9 jours post-infection. Il semble donc que même si les sous-groupes de la lignée asiatique n'ont pas d'impact sur la transmission par les vecteurs calédoniens, que les lignées génétiques, qu'elles soient asiatiques ou africaines, ont, elles, un impact sur la transmission. Nous nous sommes aussi intéressés, lors de cette étude, au titre viral dans la salive. Et nous avons observé une corrélation entre une forte efficacité de transmission et un fort titre infectieux dans la salive. Cette étude nous a donc permis de voir qu'Aedes aegypti de Nouvelle-Calédonie pouvait transmettre les virus Zika de la lignée asiatique, qui soient du sous-groupe Pacifique ou du sous-groupe Amérique, qui pouvait aussi transmettre les virus Zika de la lignée africaine, qu'il n'y avait pas de différence de transmission au sein de la lignée asiatique. Je vais m'arrêter 2 secondes sur ces Zika de la lignée asiatique, car comme je vous l'ai dit, une des souches de Nouvelle-Calédonie avait été utilisée pour des études de compétences vectorielles avec différents vecteurs, notamment des vecteurs d'Europe. On observe aussi pour les moustiques d'Europe une faible transmission de ce virus. Une étude réalisée à l'échelle régionale pour des vecteurs Aedes aegypti et Aedes ponediensis a aussi montré que ces 2 vecteurs transmettaient faiblement ce virus calédonien. Et Aedes aegypti et Aedes albopictus d'Amérique transmettaient aussi faiblement ce virus calédonien. Il semble donc que l'épidémie de la région Pacifique et d'Amérique du Sud soit principalement due au fait que la population était naïve face au virus Zika, mais peut être aussi liée à différents facteurs, notamment environnementaux. Dans notre étude, nous avons aussi montré une efficacité de transmission qui était hétérogène pour les différents Zika de la lignée africaine. On a observé des différences significatives entre les 2 lignées et nous avons observé un rôle spécifique des barrières physiologiques du moustique. Je vous ai maintenant présenté l'ensemble des résultats obtenus au cours de ma thèse. Je vais maintenant les discuter de manière plus générale et vous présenter quelques perspectives qui peuvent faire suite à ce travail doctoral. Donc, au cours de ma thèse, l'étude de génétique du vecteur Aedes aegypti dans le Pacifique avait montré une différenciation modérée à l'échelle du Pacifique du vecteur Aedes aegypti. Nous avons observé qu'il y avait une possible origine asiatique, américaine ou australienne aux différentes populations du Pacifique. L'étude des interactions virus-vecteurs avait montré que pour la dengue 1, il y avait une faible transmission, qu'il y avait une homogénéité de transmission pour les différents vecteurs de Nouvelle-Calédonie. Nous avons aussi observé des différences significatives entre la population d'Aedes aegypti de Nouméa et de Papeete. Nous avons observé pour la transmission du virus Zika qu'il y avait des hétérogénéités de transmission, avec une faible transmission des souches de la lignée asiatique et des transmissions variables en fonction des souches de la lignée africaine. Si on s'intéresse aux résultats des interactions virus-vecteurs, on voit que pour l'étude de compétences vectorielles de la dengue 1, il semble avoir une spécificité du génotype vecteur dans ces interactions. Pour l'étude de la transmission du virus Zika, il semble avoir une spécificité du génotype viral. Lors de ces 2 études de compétences vectorielles, les barrières physiologiques du moustique ont semblé jouer un rôle important. Pour le virus de la dengue 1, il semble que l'infection de la barrière intestinale soit limitée.
alors que pour le virus Zika, c'est le franchissement de la barrière intestinale qui est limité. Pour ces deux virus, la barrière des glandes salivaires semblait être un obstacle à la transmission virale. Pour pouvoir étudier un peu plus le rôle de ces barrières physiologiques du moustique, on pourrait tout d'abord essayer de localiser et quantifier les particules virales dans le vecteur, étudier la physiologie des cellules après l'infection, identifier les différents récepteurs cellulaires et identifier leur rôle. Mais ce qui pourrait être fait tout d'abord, c'est localiser et quantifier les particules virales en utilisant des anticorps monoclonaux ou des anticorps fluorescents afin de localiser ces particules virales dans les différents épithéliums par microscopie confocale. Les études de compétences vectorielles nous ont aussi montré, notamment pour la dengue 1, qui pourrait avoir un possible impact du microbiome sur la transmission, notamment sur l'infection du vecteur. En effet, le microbiome peut avoir un impact sur la transmission et le microbiome peut varier en fonction des différents gîtes larvaires dans lesquels sont collectés les moustiques. En Nouvelle-Calédonie, il existe près de 3200 espèces végétales et 80% d'endémismes. Il serait donc intéressant d'étudier la diversité microbienne dans le vecteur calédonien, d'étudier si ce microbiome a un impact sur les différents traits de vie du moustique, s'il impacte aussi la transmission. On pourrait aussi étudier son impact en utilisant des moustiques axéniques ou étudier le rôle spécifique de certaines bactéries sur la transmission. Et enfin, étudier si ce microbiome impacte l'immunité innée du moustique. Toutes nos études de compétences vectorielles ont été réalisées à 28 degrés, à une température stable. Il serait donc, en Nouvelle-Calédonie, il existe 2 saisons marquées, une saison chaude et humide entre septembre et avril, et une saison froide et sèche entre avril et août. Il serait donc intéressant d'étudier si l'élevage des moustiques après l'infection, si cela a un impact sur les traits de vie, si on fait varier la température, notamment en essayant d'étudier un peu plus les températures qui sont observées en Nouvelle-Calédonie. Et on pourrait essayer de voir aussi si ces différentes températures au cours du temps peuvent impacter la compétence vectorielle, notamment des différents virus qui ont circulé en Nouvelle-Calédonie, le virus de la dengue, le virus chikungunya ou le virus Zika. Les épidémies d'arbovirus sont des systèmes multifactoriels. Il est donc nécessaire de combiner les études épidémiologiques, la surveillance vectorielle, les études plus fondamentales, afin d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes d'émergence, de diffusion et de maintien des épidémies d'arbovirose, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou dans la région Pacifique. Je tiens à remercier l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, l'ensemble du personnel ainsi que la direction pour m'avoir permis de réaliser cette thèse au sein de l'Institut. Je tiens à remercier plus particulièrement l'unité de recherche et d'expertise dengue et arbovirose, en particulier Muriel Dupont-Roserol qui m'a encadrée pendant ces 3 ans. Je tiens à remercier aussi les différents collaborateurs avec qui j'ai travaillé au cours de cette thèse, notamment l'Institut Pasteur à Paris, l'unité arbovirus et insectes vecteurs, dirigée par Annabella Fayou, chez qui j'ai réalisé un stage de 6 mois au cours de ma 2e année de thèse. Je tiens aussi à remercier l'Institut Louis Malardé, avec qui on a collaboré pendant ces différents projets. Je tiens aussi à remercier l'IRD, et notamment Laurent Millet, qui m'a beaucoup aidé pour l'étude de génétique des populations. Je tiens aussi à remercier les membres de mon comité de thèse, qui sont Annabella Fayou, Maïka Olormo et Valérie Burtessa-Ramegna, qui m'ont donné de bons conseils au cours de ces 3 ans. Et je tiens à remercier tous les organismes financeurs. Merci de votre attention et c'est avec plaisir que je discuterai avec vous de ces résultats. Merci Élodie. Donc je vais passer la parole au premier rapporteur, donc Louis Lambrecht à Paris. Merci. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien, oui. Non, là, Louis, on ne t'entend plus du tout. Il faut tout recommencer. Vas-y. Je recommence alors. Là, oui, là c'est bon. Vas-y. Tu as la parole. Ok. Merci. Je recommence donc en remerciant Myriel et Élodie de m'avoir invité à participer à ce jury.
Je me suis régalé à lire cette thèse parce que, d'une part, c'est un sujet qui m'est cher, et puis parce que cette thèse est vraiment un bon exemple où on connecte une situation épidémiologique réelle, un vrai problème de santé publique, du travail de terrain avec de l'échantillonnage, et puis une démarche expérimentale au laboratoire dans des conditions contrôlées. Donc c'est une thèse assez polyvalente, et elle était par ailleurs bien rédigée, comme je l'ai indiqué dans mon rapport, et ça a été complété aujourd'hui par une présentation que j'ai trouvée très claire. Donc, en voilà pour les compliments. Maintenant, on va passer à la discussion. Donc, pour commencer en douceur, je voudrais juste revenir sur le titre de la thèse, parce que j'étais un tout petit peu intrigué par le choix de l'adjectif régional. Aedes aegypti, vecteur régional. Pour moi, aegypti, c'est un moustique cosmopolite qui est réparti à travers toute la planète quasiment. Donc d'avoir décidé de l'appeler régional, j'aimerais bien savoir pourquoi exactement, Élodie. C'était pour resituer un peu plus dans le contexte pacifique et donc recentrer un peu à l'étude en centrant nos populations d'Aedes aegypti qui sont régionales et qui peuvent être un peu spécifiques de par l'environnement en particulier de la région Pacifique. D'accord. Ensuite, ce que je voudrais vraiment discuter aujourd'hui, c'est deux notions très importantes et qui sont au cœur de la thèse. C'est la compétence vectorielle et la période d'incubation extrinsèque. Donc, commençons par la compétence vectorielle. J'ai été un petit peu déstabilisé à certains moments dans la lecture du manuscrit, car les termes réceptivité, susceptibilité, compétence étaient utilisés de manière visiblement interchangeable. Est-ce qu'ils le sont vraiment? Réceptibilité au niveau de l'infection? Est-ce que pour toi, réceptivité, susceptibilité et compétence désignent exactement la même chose? En tout cas, susceptibilité, ça veut dire que le vecteur est infecté par le virus et donc le virus peut aller dans les différents compartiments du moustique et donc il peut le transmettre. Et réceptibilité, je me souviens plus l'avoir employé. Mais si Aedes aegypti est susceptible, pour moi, il peut le transmettre. Bon, tout est une question de définition. Pour moi, susceptibilité, ça fait plutôt référence à l'infection du tube digestif. Ouais. Donc, c'est une composante de la compétence. Mais bon, là où je veux en venir, c'est qu'il faut être assez vigilant vis-à-vis du vocabulaire parce que chaque terme peut renfermer un sens un petit peu différent. Là, en l'occurrence, moi, en tout cas, je les distingue, ces différents termes. Si ce n'est pas le cas, il faut les définir, en tout cas. Parce que d'utiliser plusieurs termes pour désigner la même chose, c'est pas correct. Voilà. Alors, toujours sur cette compétence vectorielle, il y a vraiment un facteur qui est peut-être, selon moi, le plus important et qui gouverne la compétence vectorielle, que tu as quasiment passé sous silence aujourd'hui, en tout cas dans ta présentation orale, qui était mentionné bien sûr dans le manuscrit lui-même, c'est la dose. Oui. La dose, c'est le titre infectieux, c'est-à-dire la quantité de virus qui est présent dans le repas sanguin. Je vais revenir là-dessus parce que c'est le plus important déterminant de la probabilité d'infection d'un moustique, indépendamment de son génotype, de la souche de virus, etc. Et il me semble que vraiment ça vaut le coup d'en parler parce que quand on parle de compétences vectorielles et donc qu'on caractérise la compétence d'une population de moustiques vis-à-vis d'un certain virus, toi tu l'as fait plusieurs fois aujourd'hui, tu dis faible, modéré. Qu'est-ce qui au fond permet de dire si c'est faible ou si c'est modéré, étant donné la forte influence du titre infectieux? Nous avons analysé du coup toutes nos études de compétences vectorielles à un titre de 10 puissance 7, PFU par ml pour le virus Zika et FFU pour le virus de la dengue. Et nous avons choisi cette concentration parce que c'était de par des recherches bibliographiques et c'est la dose qui nous semblait la plus intéressante pour étudier les virus, qui était ni trop faible ni trop élevée.
Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'étudier l'impact de cette dose, de ce titre du repas infectieux pour différentes des études de compétences vectorielles futures et voir si cette dose de virus dans le repas sanguin peut impacter l'infection, la dissémination et la transmission par le vecteur, notamment de Nouvelle-Calédonie. Alors évidemment, je comprends très bien les raisons pour lesquelles on est obligé de choisir une dose en général pour effectuer ces études de compétences vectorielles. Et ça n'enlève rien à toute l'étude comparative de différentes populations ou de différents virus, pourvu que justement la dose soit équivalente entre ces éléments de comparaison. Mais comment est-ce qu'ensuite on peut replacer ça dans un contexte plus général et comparer notamment des résultats obtenus dans une étude donnée qui a utilisé une dose donnée à toutes les autres études de compétences vectorielles qui n'ont peut-être pas utilisé la même dose. C'est-à-dire que si vous avez choisi 7 logs de virus par ml de sang, mais qu'une autre étude a utilisé 6 ou 8 logs, comment est-ce qu'on fait finalement pour comparer toutes ces études et dire là on a une compétence qui est forte, là une compétence qui est modérée, là une compétence qui est faible? Pour par exemple le virus Zika, je sais que les différentes études ont été réalisées au même titre infectieux. Mais c'est vrai que ça pourrait varier. Et les comparaisons entre des études de compétences vectorielles réalisées en Nouvelle-Calédonie et, par exemple, en Amérique du Sud sont juste des indications, mais en prenant en compte le titre infectieux du repas sanguin. Oui, je pense que c'est vraiment important, de manière générale, d'intégrer la dose au niveau de l'estimation de la compétence. Et l'idéal pour le faire, c'est d'avoir plusieurs doses, évidemment, et de mesurer une grandeur qui est indépendante de la dose. Comme par exemple, de déterminer la concentration de virus à laquelle, par exemple, 50% des moustiques sont infectés. Ce qui permet, d'une étude à l'autre, d'avoir une sorte de point d'ancrage qui permet une comparaison directe. De dire, pour infecter 50% des moustiques de papété, il faut 6,5 logs de virus de cette souche par ml de sang. Et ça se compare à d'autres études indépendantes. Oui, je pense que, même si ce n'est pas toujours possible logistiquement, idéalement, il faudrait pouvoir mesurer, un peu comme on fait pour des réponses à des composés chimiques, quand on fait par rapport à des insecticides, qu'on calcule des doses létales 50%, il faudrait, je pense, en compétences vectorielles, arriver à un résultat similaire où on puisse mesurer la dose infectieuse orale, 50% par exemple. C'est un indice possible, il y en a d'autres. Parce que d'ignorer la dose, je pense que c'est dangereux. Et de caractériser de la compétence vectorielle sans même mentionner la dose, ça reste valide tant qu'on fait du relatif entre différentes populations qui ont été exposées au même repas sanguin, mais ça empêche toute comparaison avec d'autres expériences qui n'ont pas forcément utilisé cette même dose. Oui. Voilà où je voulais en venir. Maintenant, je passe à la durée d'incubation extrinsèque, qui est aussi un paramètre très important. Quelle est la relation qu'entretiennent, selon toi, la durée de la période d'incubation extrinsèque et la compétence vectorielle? Pour moi, ça va dépendre des virus. Déjà, on voit que pour le virus chikungunya, la période d'incubation extrinsèque va être plus faible, alors que pour le virus de la dengue et le virus Zika, ça va être un peu plus long. Et du coup, la période d'incubation extrinsèque va pouvoir être liée notamment au franchissement des barrières, qui va être plus ou moins facilité en fonction des virus. Et donc, faire que le virus va mettre plus ou moins de temps à atteindre la salive et à être transmis. Et là encore, je reviens à la dose. Est-ce que la dose est importante pour le IP? Je pense que ça peut avoir un rôle aussi. Je pense que oui, si la dose est importante, peut-être que ça peut faciliter le franchissement des épithéliums. Après, je pense que ça peut avoir un rôle aussi, oui, sur peut-être pour le franchissement des différentes barrières. Oui, en fait, mon raisonnement tient aussi pour le IP. Donc tout ce que j'ai essayé d'illustrer avec l'exemple de la compétence, je pense qu'il vaut également pour le IP. Et donc, pour poursuivre ce raisonnement, quelle serait une mesure pertinente
de l'EIP, parce que dans beaucoup d'études de compétences, et c'était le cas dans cette thèse, on mesure la compétence à différentes dates, enfin, différents points de temps au cours de l'infection du moustique, et on va juger l'EIP en fonction de la proportion de moustiques qui sont infectés ou qui ont une infection disséminée ou qui peuvent transmettre du virus dans leur salive à chaque temps, mais on n'a pas l'impression d'avoir une vision intégrée. Qu'est-ce que c'est finalement une bonne mesure de l'EIP? Est-ce que c'est le premier jour où on a un moustique qui a du virus dans la salive, et c'est ça l'EIP de cette population, ou est-ce que c'est quand 50% des moustiques ont du virus dans leur salive? Alors là, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait faire des études. C'est vrai que nous, dans nos études, on a fait à des jours, que ce soit pour la dengue, on a fait une étude qui commence à 7 jours ou pour le Zika à 6 jours. Je pense qu'il faudrait faire des études où on fait des cinétiques un peu plus, avec des points plus rapprochés afin de déterminer déjà, déterminer quel jour on a le premier moustique capable de transmettre. Après, savoir la proportion de moustiques qui sont capables de transmettre, qui permettent de dire que oui, ce jour-là, ça semble être le IP. Là, je ne sais pas trop quel pourcentage serait significatif pour déterminer quel jour est bien le jour, quelle est la période d'incubation extrinsèque. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on peut très bien imaginer une population où il y a quelques moustiques qui sont capables de transmettre très vite. Admettons, au bout d'une semaine, ils ont du virus dans leur salive, mais peut-être que 95% de la population ne transmettra réellement qu'une semaine plus tard. Et que donc, ces quelques moustiques qui sont un peu des outliers sont trompeurs vis-à-vis de la population. Je pense qu'il faut là aussi aller un peu plus loin que des mesures discrètes. Et dans ton cas, contrairement à la dose que tu n'as pas étudiée, parce qu'on ne peut pas tout faire, hein, bien sûr, dans ton cas, tu avais plusieurs temps. Je crois que dans la plupart des cas, tu avais au moins 3 temps, parfois 4 ou 5 temps. Oui, oui. Avec autant de mesures, on peut faire beaucoup mieux, je pense, en termes d'estimation de l'EIP. Et pour ça, il faut simplement modéliser la cinétique. Donc, utiliser les mesures de compétences, hein, celles que tu as mesurées, c'est-à-dire le taux d'infection du tube digestif, la dissémination et la transmission, et la mesurer de manière intégrée. D'accord. Et de cette façon, on peut dériver des paramètres un peu synthétiques de cette cinétique qui permet de comparer l'EIP entre populations et pas seulement de dire ah bah à jour 7, cette population est infectée, celle-là elle l'est pas, ou elle transmet ou elle transmet pas. Je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus intégrée de cette dynamique parce qu'elle est complexe. On a même vu dans certains exemples de tes études où les taux ils ne vont pas toujours dans un sens croissant. Parfois on a une sorte de diminution en fin de cinétique. Et ça, bon, ça prend du temps et c'est pas forcément trivial, mais il y a des modèles mathématiques qui permettent de modéliser ces cinétiques-là, y compris quand elles ont des formes un peu bizarres. D'accord. Voilà. Ensuite, je vais aborder des questions peut-être un tout petit peu plus générales avant de céder la parole au rapporteur suivant. Comme tu sais, je suis assez intéressé par les interactions génotype-génotype entre vecteurs et virus, et tu as fait référence à plusieurs reprises dans ton manuscrit et dans ta présentation. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est que tu as opposé en quelque sorte les interactions génotype-génotype avec l'immunité ou l'effet du microbiote. À quoi seraient dues donc ces interactions génotype-génotype, c'est-à-dire cette spécificité d'interaction entre génotype du vecteur et génotype du virus, si ce n'est pas justement immunité ou microbiote? C'est notamment le cas pour le virus de la dengue 1. On a observé une diminution de l'infection. Où, du coup, on se demande si c'est le microbiome ou l'immunité innée, ou pour la différence entre les moustiques de Nouméa et de Papeete pour le virus de la dengue 1 aussi. Est-ce que c'est les différences génétiques qu'on a pu observer qui sont responsables des différences, notamment au niveau de l'efficacité de transmission, ou c'est le microbiome ou l'immunité innée qui va entraîner des différences entre ces deux vecteurs? Est-ce que c'est des interactions génotype vecteur, génotype viraux au niveau de la génétique du vecteur qui seront spécifiques au vecteur, ou est-ce que c'est l'environnement qui va moduler du coup son microbiome et son immunité innée qui va jouer ce rôle de spécificité?
Mais ce que je veux dire, c'est en quoi les interactions génétiques sont-elles forcément différentes de l'immunité, par exemple? Pourquoi est-ce que l'un exclut l'autre? Je ne comprends pas. Je ne pense pas que ça soit exclu. Je pense que ça peut être des facteurs qui pourront être combinés à des différences génétiques observées chez le vecteur, qui peuvent être dus à l'environnement, et cet environnement qui va pouvoir aussi jouer sur le microbiome, et ce microbiome qui peut notamment jouer sur l'immunité innée, ou c'est l'immunité innée au niveau basal qui sera différente pour les différentes populations d'Aedes aegypti. Je pense que c'est des facteurs qui sont plutôt combinés. D'accord. Alors, je vais finir avec une question un peu ouverte, parce que dans un monde totalement abstrait et irréaliste, on pourrait imaginer que tu aurais 3 ans de plus pour refaire une thèse avec le bagage que tu as déjà acquis. Imaginons que tu aies des ressources illimitées, ce qui est difficile à imaginer souvent, mais si tu avais 3 ans de plus et que tu devais refaire une thèse pour poursuivre le sujet que tu as étudié, dans quelle direction tu partirais? Si vraiment tu voulais aller plus loin, je ne parle pas de compléter les manipes ou de finir la rédaction des manuscrits en cours, hein, bien sûr. Oui, oui. Je parle d'accorder 3 années de travail à une direction de recherche qui te semble la plus pertinente et la plus judicieuse. Laquelle serait-elle? Je pense que par rapport à mon parcours avant cette thèse, je me dirigerais plutôt sur l'étude du microbiome et de l'impact du microbiome, parce que c'est peut-être la perspective à laquelle j'ai un peu plus, avec laquelle j'ai un peu plus d'affinité, et ce serait potentiellement celle-là qui m'intéresserait le plus et qui pourrait être intéressante, notamment dans ce contexte calédonien, avec ce fort endémisme végétal qui pourrait jouer sur la composition du microbiome des populations d'Aedes aegypti. D'accord. Mais je te félicite à nouveau pour tout ce travail et je te remercie de nouveau de m'avoir invité à ce jury, et je cède la parole au rapporteur suivant. Merci. Merci Louis. Ça va pas être un rapporteur, mais ça va être un examinateur. Donc Xavier, si tu nous entends, tu as la parole. Merci beaucoup. Oui, je vous entends. J'espère que vous m'entendez aussi correctement. Parfait. D'abord, je voudrais souligner la qualité de l'ensemble, hein, le manuscrit, la présentation. La qualité générale est très bonne. Ce n'est pas parfait, hein, attention. Il y a quelques petites coquilles, mais c'est vraiment de très bonne qualité, et je vous félicite pour ça. Je veux aussi remercier votre directrice de thèse, de m'avoir invité dans ce jury. Ça me fait très plaisir pour pas mal de raisons. D'abord, le sujet évidemment m'intéresse, mais ensuite ce jury est composé de gens que j'aime beaucoup. Pour revenir un tout petit peu sur le sujet, je veux dire que ça n'est pas si anodin de dire que c'est un bon sujet, parce que il y a quelques années, il était assez difficile de convaincre les étudiants d'aller sur ce type de sujet, avec de l'entomologie, de la virologie, des virus émergents, des arbovirus, et c'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'on a des bons étudiants qui acceptent de prendre du temps sur ces sujets-là. C'était un peu nouveau, et c'est probablement une bonne nouvelle. Maintenant, pour aller plus directement dans le vif du sujet, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans l'ensemble du travail qui est présenté dans les articles, dans votre manuscrit, dans votre présentation orale? Quelle est votre participation, on va dire, propre? Où est-ce que vous avez mis les mains dans le cambouis? J'ai eu la chance de pouvoir aller faire des récoltes sur le terrain. Donc, que ce soit en Nouvelle-Calédonie avec l'équipe d'entomologie médicale de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, mais j'ai aussi eu la chance d'aller faire la collecte de moustiques à Toubouaï dans les îles australes pour l'étude de génétique. J'ai été chercher les Aedes aegypti sur cette petite île de Polynésie française. Après, j'ai participé à la production des stocks viraux, à l'ensemble des manips de compétences vectorielles aidées avec mes collègues de l'unité de recherche et d'expertise d'Ingarbovirose.
Et voilà, le traitement des différents échantillons pour après les récoltes des salives, donc analyser les têtes, les corps, les salives. Et toute la partie génétique aussi, aidée d'un collaborateur de l'IRD pour analyser tous les résultats de génétique. D'accord. Merci. Donc j'ai quelques questions un peu plus précises ou un peu plus... certaines sont précises, certaines sont un peu générales. On va commencer par une qui peut être précise si vous y répondez précisément, qui sinon est générale. Il y a une grande discussion à l'heure actuelle sur les directions d'évolution et de propagation d'Aedes aegypti au cours du temps, et sur les dates qui sont attachées à cette progression d'Aedes aegypti. Et en vous écoutant, et ce n'est pas un entomologiste qui parle, donc vous n'ayez crainte, il n'y a pas de piège dans la question. En vous écoutant, j'étais un peu troublé par les dates. À votre avis, quelles sont les dates qui peuvent caractériser, les grandes dates qui peuvent caractériser l'arrivée d'Aedes aegypti dans ces îles du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, l'ordre de grandeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est vraiment compatible avec les événements que vous avez évoqués, qui sont pour certains assez anciens. Quand est-ce que ce vecteur est arrivé et a disséminé dans l'océan Pacifique, à votre avis? Alors, c'est souvent les études qui ont décrit pour la première, pour les études qui nous ont servi pour faire un peu l'historique de la colonisation d'Aedes aegypti dans le Pacifique, c'était plutôt des rapports concernant les épidémies de dengue. Et on a émis l'hypothèse qu'Aedes aegypti était arrivé au cours du 19e siècle dans la région Pacifique, car c'était l'apparition des premières épidémies de dengue. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que les études entomologiques n'étaient pas... on a retrouvé très peu de documents parlant de la colonisation d'Aedes aegypti dans la région Pacifique. Donc c'est des hypothèses qu'on émet, c'est qu'on a observé des épidémies de dengue, notamment en Nouvelle-Calédonie, où Aedes aegypti est le seul vecteur connu à l'heure actuelle. Et donc on suppose qu'Aedes aegypti est présent depuis le 19e siècle. Mais ça reste des hypothèses. D'accord. Mais que disent les études génétiques? Parce que la phylogénie, normalement, doit pouvoir également proposer des dates. Et est-ce que ces études génétiques sur Aedes aegypti donnent aussi des ordres de grandeur, des dates qui pourraient correspondre à la dissémination des moustiques dans la région? Alors, c'est pas un paramètre qu'on a regardé, nous, dans notre étude de génétique. On n'a pas cherché à dater par nos études la colonisation d'Aedes aegypti dans le Pacifique. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre de manière génétique. Alors peut-être que le président du jury me dira ça tout à l'heure, mais on verra. Bon, ça c'était la première question. Ma deuxième question, elle porte sur encore, comme Louis, sur la compétence vectorielle, sur les paramètres de la compétence vectorielle, et peut-être un peu plus particulièrement pour Zika. Moi, ce que j'observe, c'est que vous réalisez vos expériences d'infection des moustiques avec 10 puissance 7 particules virales, et que jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un seul patient avec 10 puissance 7 particules virales dans le sang. Non. Et donc, il reste pour moi quelque chose qui est un peu mystérieux avec Zika, c'est que les virémies sont faibles. Les unes après les autres, les études de compétences vectorielles nous disent que la compétence vectorielle est faible. Et pourtant, les épidémies sont absolument massives. On a des taux de séroprévalence post-épidémique dans le nord du Brésil, par exemple, qui sont de l'ordre de 70%. Oui. Et quand on étudie des poules de moustiques, on a des taux de succès pour trouver le virus qui sont étonnamment hauts. Donc finalement, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce qu'elle n'est pas un peu paradoxale? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'avec des virémies aussi basses, une compétence vectorielle aussi médiocre, rapportée par tous, on ait un succès, on va dire, de transmission arbovirale aussi important?
Je pense que pour le virus Zika, souvent les gens vont se faire diagnostiquer aussi quand ils ont les premiers signes, notamment le rash, qui apparaissent plusieurs jours après l'infection. Donc ça laisse un laps de temps où le patient ne s'est pas encore fait diagnostiquer. Donc il peut potentiellement se faire piquer car il fera moins attention. Donc peut-être que la virémie sera un peu plus élevée. Après, est-ce que vu que la proportion d'un symptomatique est aussi élevée pour le virus Zika, est-ce que comme pour la dengue, ça peut entraîner une infection des moustiques aussi plus élevée? Pour le virus Zika, je pense que oui, c'est le fait que les symptômes apparaissent plus tard qui peut expliquer que les moustiques ont le temps de s'infecter avant peut-être que les gens fassent un peu plus attention et mettent un peu d'anti-moustiques pour éviter d'être piqués une fois qu'ils sont au courant qu'ils ont le Zika. Et donc ça laisse le temps à plusieurs vecteurs, plusieurs Aedes aegypti par exemple dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, d'aller piquer cette personne. Et je pense que c'est plus le nombre de vecteurs qui peut être important. Même s'il y a peu de moustiques qui transmettent, c'est le nombre de vecteurs dans la nature qui est important, qui peut jouer et expliquer peut-être ces épidémies massives. D'accord. Mais vous savez, quand on teste les donneurs de sang qui sont asymptomatiques et qui sont donc dans la phase, on va dire, pré-symptomatique et qui viennent donner leur sang, ils n'ont pas vraiment des virémies qui sont plus hautes que nos patients symptomatiques. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut l'expliquer comme ça. Mais, bon, mais c'est une proposition que j'accepte pour ce qu'elle est. Mon dernier point, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, j'aurais pu faire une remarque sur le choix de vos souches africaines. Je ne sais pas si vous les connaissez bien, ces souches africaines. Certaines, au moins, il y en a une au moins là-dedans qui est une véritable bête de cirque, qui a été passée et repassée dans tout et n'importe quoi. Donc celle-là, je ne prêterai pas grande attention. Mais la question très simple que vous posez, c'est finalement, comment est-ce que vous expliquez que les premières épidémies de Zika aient eu lieu avec une souche asiatique, alors que, si je comprends bien, les études de compétences vectorielles nous disent que la transmission des souches africaines est beaucoup plus efficace. Et pourtant, ces épidémies, ces grandes épidémies, n'ont jamais été constatées avec les souches africaines. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça ? L'émergence du Zika dans la région Pacifique soit due à la lignée asiatique plutôt que la lignée africaine, je pense que c'est peut-être le plus facilement explicable parce que les échanges entre l'Asie et le Pacifique sont plus fréquents qu'entre l'Afrique et le Pacifique. Après, je pense que là, ça va peut-être être l'homme qui va jouer, qui peut avoir un rôle dans l'émergence des épidémies aussi. Est-ce que pour l'interaction virus-vecteur, c'est vrai que ça semble étrange. Après, comment expliquer qu'une épidémie a lieu plus avec la ligne asiatique que la ligne africaine? Dans la région Pacifique, je pense que c'est favorisé par les échanges qui sont plus importants entre l'Asie et le Pacifique qu'entre l'Afrique et le Pacifique. Après, en Afrique, pourquoi il n'y a pas d'épidémie massive due à la ligne africaine? Là, la question, Ok. Oui, question à laquelle je crois personne n'a vraiment répondu sur le fond jusqu'à présent. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'aurais pu vous poser aussi beaucoup de questions sur la manière dont on pourrait, dans l'avenir, normaliser ces expériences de compétences vectorielles, mais je crois qu'il y a beaucoup d'entomologistes dans votre jury, ils en parleront sans doute mieux que moi. Je voulais simplement encore une fois, vous remercier pour l'invitation, vous féliciter pour ce travail et puis vous souhaiter tout le meilleur pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci Xavier. Je ne manquerai pas de poser la question en ce qui concerne des questions sur Aedes aegypti dans la région Pacifique. Donc je vais passer la parole au docteur Yvan Cavallo, qui n'est pas entomologiste. Merci. Donc pas du tout entomologiste, effectivement, donc tu vas pouvoir souffler un petit peu. Donc Élodie, je te remercie pour ta présentation qui a été très claire, très précise. On a bien vu l'ampleur du travail. Je tiens également à m'associer à tout ce qui a été dit précédemment, à savoir que la rédaction de ta
ta thèse est très bien, très agréable à lire, très facile. J'étais un petit peu surpris, mais alors c'est vraiment un petit détail qui est absolument pas important. Je ne sais pas du tout si c'est une exigence de l'école doctorale de te demander de reformater tous tes articles qui sont déjà écrits, ou si c'est toi qui voulais avoir une homogénéité de... Ça vient plus de moi, ça. Parce que ça m'a presque perturbé. Personnellement, j'aurais presque aimé avoir l'article brut tel qu'il est publié. C'est vrai qu'on a l'habitude de les lire, que ça. Bon, c'est vraiment c'est mes petits tocs à moi. Un point de détail. Je vais quand même te faire quelques petites critiques parce qu'il faut aussi en faire, parce que sinon après ça va être, tu vas être beaucoup trop fier. Quelquefois, j'ai regretté le fait d'avoir des passages qui était pour moi un peu rapide. C'est-à-dire que tu rentrais dans quelque chose, on dit tiens, peut-être il y a un domaine intéressant qui va pouvoir être creusé, et puis pouf, ça passait très vite. Je pense notamment à l'immunité des moustiques. Alors clair, c'est pas du tout le sujet de ta thèse, mais enfin comme tu commences à l'annoncer, tu parles de la voie Toll, tu parles des ARN interférents, et puis presque tu nous jettes comme ça une figure avec, bon voilà, je vous l'ai dit, maintenant c'est là, débrouillez-vous un petit peu avec ça. Donc, je suis un petit peu méchant, mais c'est juste pour... Ça n'enlève rien au travail. Et quelquefois, ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, ben, peut-être qu'il fallait ne pas le mettre du tout, finalement, ça aurait pu être finalement plus simple. D'autant plus que dans le Toll, quand tu parles de Toll, ça prend une demi-page, mais tu cites pas le travail de Bruno Lemaître, et qui a quand même amené un prix Nobel au professeur Hoffman. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas citer le papier original sur la voie Toll. Mais bon. Également, une autre petite critique que je vais te faire, c'est sur tes figures, tes légendes de figures, que j'ai trouvé pas forcément assez détaillées. Et moi, j'aime bien pouvoir lire ce qui est écrit sous les images, parce que j'aime bien les images pour pouvoir comprendre un peu les choses. Bon, ça, ce sont des petits détails, mais ça n'enlève rien à la qualité de ton manuscrit que, je le répète, j'ai lu vraiment de manière très agréable, avec une continuité qui s'est bien faite, et j'ai appris beaucoup de choses, parce que là, pour le coup, moi, je suis absolument pas spécialiste du domaine. Je vais te poser une petite question sur la compétence vectorielle. Tu parles de l'infection, la dissémination. Tu parles de l'entrée des virus à travers la barrière épithéliale, donc dans les cellules épithéliales. Tu parles des protéines qui seraient fixées, donc qui serviraient de récepteurs, mais tu n'as absolument pas parlé des voies d'entrée du virus. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Pour être honnête, c'est pas la partie que je pourrais maîtriser le plus. C'est vrai que j'ai essayé de travailler sur notamment sur les récepteurs qui peuvent être au niveau de l'épithélium, mais c'est vrai que mes connaissances sont encore un peu faibles, je pense, dans l'étude des récepteurs pour les épithéliums, l'épithélium qui sont intestinales ou des glandes salivaires. Parce que de ce que j'ai pu en voir, donc les voies d'endocytose classiques sont mobilisées, que ce soit de la clatrine, quelquefois de la macropinocytose ou des choses comme ça. Mais il y a peut-être quelque chose à creuser, ou dans l'activation des voies d'autophagie, je crois, pour avoir une concentration des virus dans le réticulum endoplasmique. Alors là, on rentre dans le moléculaire pur et dans le fonctionnel, mais comme à un moment tu as parlé de la possibilité de faire des études dans les cellules avec du microscope confocal, c'est peut-être des choses qui pourraient être intéressantes de voir un peu ce qui se passe au-delà de la fixation du virus, mais également ce qui peut se passer à l'intérieur de la cellule pour le passage des barrières épithéliales. Bon, je parle, mais je ne te laisse pas beaucoup parler. Ça va. J'ai une autre question, là, c'est une question qui est totalement de béotien, sur les interactions hôtes et virus. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, en quelques mots, sur les interactions génétiques entre, donc pour la sélection
de l'hôte et du virus. Et une question qui est un peu annexe et qui m'est venue après, on parle beaucoup d'épigénétique actuellement. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été menés en épigénétique pour permettre de justifier ou d'apporter un crédit un peu plus important sur des interactions ou sur des sélections? Ce qui, moi, me paraîtrait pas complètement idiot en termes d'évolution des... Sélection entre l'homme et le virus? Entre le virus et le moustique. Et le moustique. Il y a des études qui ont essayé d'étudier les virus sortants dans la salive après infection du vecteur. Notamment, je pense au chikungunya, où des différentes populations d'Amérique du Sud avaient été testées en compétences vectorielles pour le virus chikungunya, et où ils ont essayé d'étudier les variants viraux qui pouvaient ensuite être retrouvés dans la salive. Mais après, je sais que ça a été fait, mais pour le virus chikungunya, en tout cas, je sais que ça a été fait, mais où ils ont observé une sélection de variants qui pouvaient être différents en fonction des populations d'Aedes aegypti, d'Aedes albopictus en Amérique du Sud. Et donc les liens entre les souches virales et les moustiques hôtes peuvent être expliqués très fortement par des aspects génétiques ou pas? Ça sera dû aux interactions virus-moustiques. Est-ce que c'est expliqué par des facteurs génétiques du virus ou du moustique? En Polynésie française, ils ont aussi vu des différences entre les souches virales qui pouvaient possiblement être expliquées par rapport aux zones géographiques. Ils ont vu des variants viraux qui étaient différents entre une circulation d'un virus en zone rurale où Aedes aegypti était présent et des variants viraux qui étaient différents dans les zones urbaines, donc rurales polynésiensis et urbaines Aedes aegypti. Et ils ont observé qu'il y avait des différences pour les souches de dengue 1 qui circulaient dans ces deux zones. Après, est-ce que c'est lié Je pense que c'est des interactions vraiment spécifiques entre le moustique et le virus qui vont entraîner la sélection de ces variants. Après, j'ai une autre question au sens très large sur la lutte antivectorielle. Non, je te tape toujours là où il ne faut pas, c'est ça? Parce qu'à un moment, donc, tu as montré un graphique dans ton introduction où tu dis que les foyers de contamination baissaient sur Nouméa, en tout cas les titres de moustiques chargés étaient de plus en plus bas, c'est ça? Le graphe, c'était une densité de moustiques. Plein de barres, c'est ça? C'était la densité, en fait, c'était le pourcentage de maisons où ils avaient trouvé un gîte de moustiques. D'accord. Et est-ce que c'est lié à une baisse globale de la quantité de moustiques présents ici en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que ça a pu être clairement attribué à une efficacité de campagne de prévention, de destruction de gîtes ou des choses comme ça? C'était un peu une combinaison des deux. Il y a eu des campagnes de prévention qui avaient été réalisées. Donc, les indices entomologiques, notamment celui que je vous avais présenté, montraient que on retrouvait moins de gîtes larvaires dans les populations du réseau entomologique, notamment à Nouméa. Et les traitements insecticides ont fait aussi baisser la densité de vecteurs, notamment à Nouméa aussi. C'était une combinaison des deux, la prévention, et donc la population calédonienne faisait attention de ne pas laisser de sous-pots, par exemple, qui pouvaient être potentiellement des gîtes, et la lutte antivectorielle par l'utilisation d'insecticides. Écoute, moi, j'ai pas beaucoup d'autres questions parce que tu as répondu à pas mal de mes interrogations dans ta présentation, également à travers les différentes questions qui ont pu être posées auparavant. Donc, encore une fois, moi, je te félicite pour le travail que tu as réalisé. Franchement, tu as balayé pas mal de domaines. Je trouve que tu as acquis des compétences qui sont certainement très larges. Tes traitements statistiques, moi, me semblent très bons. Et puis, on n'a pas souligné aussi le nombre d'articles qui ressortent publiés, qui sont d'un très bon niveau, et puis aussi bien quantitativement que qualitativement. Donc, je te félicite vraiment pour tout le travail que tu as pu faire pendant ces 3 ans. Merci.
Merci Yvon. Donc, je vais passer maintenant la parole à Vincent Richard. Non Qui accepte de la prendre. Merci Didier. Merci Élodie. Merci Myriel. Parce que quand même Myriel a beaucoup contribué à ce travail puisque c'est elle qui est encadrée et donc la qualité, je dirais, de ce travail reflète la qualité d'Élodie, mais également, je dirais, la qualité de l'encadrement que tu as pu avoir à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Et je remercie chaleureusement donc l'équipe pour ce très très beau travail. Travail très intéressant. J'ai aimé lire l'histoire, puisque ça raconte une histoire, ce beau document. Et puis j'ai aimé l'entendre ensuite raconté par l'impétrante et c'était vraiment, je dirais, de très très bonne qualité, très, très intéressant. Après, il y a toujours des questions, mais beaucoup de questions ont déjà été posées, beaucoup d'éléments, donc moi je serai probablement beaucoup plus court. J'avais juste peut-être deux, trois points. Un des premiers points, c'était, comme l'a rappelé Louis Lambrèche, c'est un travail qui est parti du terrain et qui est arrivé au niveau du laboratoire pour répondre à un problème de santé publique. La question que je me suis posée en lisant le document et puis en t'écoutant aussi, c'était comment finalement maintenant on va passer des données de laboratoire à la situation de terrain. Est-ce que tu as une idée de la façon dont on peut utiliser, je dirais, ce que le laboratoire nous apporte en termes d'indicateurs et qui pourrait être utilisé. Est-ce que d'abord c'est utilisable sur le terrain? Et si c'est utilisable sur le terrain, qu'est-ce qu'on utilise sur le terrain pour revenir, je dirais, à ceux qui nous a questionnés et qui nous a amenés à faire tout ce travail de laboratoire? C'est ma première question. Du coup, c'est simple. Les expériences de compétences vectorielles font partie de ce qu'on appelle la capacité vectorielle, qui correspond vraiment à ce qui pourrait se passer dans la nature, mais qui prend en compte d'autres facteurs. Donc il y a les études de compétences vectorielles qui viennent apporter des informations sur cette capacité vectorielle, mais il faut aussi prendre en compte la fréquence des contacts entre le moustique et l'homme, la densité de vecteurs. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, mais les compétences vectorielles nous amènent une première notion de cette capacité vectorielle. Et du coup, oui, mais on a bien vu qu'à travers les différentes questions qui avaient été posées par mes prédécesseurs, qui sont passés juste avant moi sur les questions, on avait quand même on semblait bien dire que cette compétence vectorielle, c'est un indicateur, mais qu'il n'est pas suffisant. C'est un premier facteur qui permettra d'aller plus loin par la suite. Je pense que les travaux qui ont été faits dans le cadre de ma thèse sont le début de ce qui pourra être réalisé après à l'URDA, et c'est les premières expérimentations pour toujours aller plus loin et pouvoir peut-être un jour répondre à cette question, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Oui, justement, comme ce sont des maladies, comme tu l'as si bien dit, ce sont des maladies plurifactorielles. On peut se demander quel est finalement le poids de ce travail, tout en respectant la qualité de ce travail. On ne revient pas sur la qualité, l'intérêt, etc. Mais quel est finalement le poids de cette information-là sur la connaissance d'une évolution ou d'une épidémie d'arbovirose sur le terrain? Je pense que si on prend le cas du virus chikungunya, on sait que ce virus est transmis aussi plus rapidement par les différentes populations, notamment Aedes aegypti en Nouvelle-Calédonie. Donc on sait que dans la nature, il faudra, si le chikungunya est réintroduit en Nouvelle-Calédonie, il faudra agir d'autant plus vite que ce virus en laboratoire est transmis rapidement. Je pense que la compétence vectorielle pour des virus comme le chikungunya donne cette information qui a une transmission possible très tôt par des vecteurs, notamment calédoniens. D'accord. À un moment dans ton travail de thèse, tu l'as pas dit à l'oral, mais c'est quelque chose que j'ai lu, tu as dit qu'il fallait renforcer la surveillance pour détecter plus précocement des épidémies
Mais alors, je m'interroge sur l'objectif dans le cadre de maladies dont la transmission semble si difficile à contrôler et pour lesquelles il n'existe pas de traitement. Donc, la question c'est finalement, doit-on absolument renforcer la surveillance pour détecter plus précocement ce type d'épidémie ? Des épidémies. Je pense que une détection précoce d'arbovirus, ça pourrait être le cas de la fièvre jaune si un jour elle arrive dans la région Pacifique. Il est important de détecter précocement afin de pouvoir adapter les méthodes de lutte et pouvoir adapter aussi la prise en charge des patients. Oui, mais la fièvre jaune, je te rappelle juste que nous avons un vaccin. Et justement, est-ce que toute la population calédonienne est vaccinée ? Non, mais je dirais pour les autres arboviroses sur lesquels justement on n'a pas de vaccin. C'est une question, c'est une question d'épidémiologiste qui s'interroge sur le fait qu'on insiste sur le fait de renforcer la surveillance pour détecter des épidémies de maladies sur lesquelles notre contrôle est difficile. Voilà. C'est juste un commentaire alors. Je voulais aussi, dans le même sens que Louis, j'avais l'intention de te poser la question sur ce que tu proposerais par la suite de ce travail, mais puisque tu as déjà répondu, ma dernière question sera y a-t-il, à ton avis, des études particulières dans le cadre de cette thématique sur les arboviroses qui puissent être développées ou qui puissent être menées qu'en période épidémique ? Et si oui, donc, pour répondre à quelle question ? Je pense qu'en forte période épidémique. En période d'épidémie, faire forte ou pas forte, je dirais, on sent bien que comme ce sont des maladies qui se développent sous forme épidémique, est-ce qu'il y a déjà une réflexion sur les études qu'il faudrait mener lors de la prochaine épidémie pour essayer de mieux comprendre le phénomène, quoi, ou de mieux décrire, ou d'aller plus loin dans le travail que tu as déjà mené. Ça pourrait peut-être être intéressant de regarder, d'essayer de déterminer la proportion de vecteurs infectés dans la nature en faisant des piégeages et en les testant pour savoir s'ils contiennent ou non du virus de la dengue ou des choses comme ça, et peut-être faire des piégeages de vecteurs dans la nature. Ça permettrait de valider Ce serait une indication. ce que l'on sait déjà. Voilà, donc c'est ma dernière question. Donc je vais rendre la parole au président. Merci Vincent. Donc Myriel va dire un petit mot puisque tu as été la directrice de thèse. Tu peux même poser des questions si tu le souhaites. Donc, rebonjour Élodie. Non, je poserai pas de questions. Je te ferai cette faveur. Je voulais en fait remettre un peu le travail d'Élodie dans le contexte en fait. Et Élodie a été présente en faisant l'historique à la création de l'unité, donc il y a 5 ans. Elle est venue chez nous tout d'abord en tant que volontaire de service civique. Elle est venue de la Bactério et elle a commencé à travailler sur le moustique et elle a vraiment développé toute la partie génétique de population. Et c'était un gros travail parce qu'il n'y avait pas vraiment d'expertise à l'IPNC et on l'a fait en collaboration avec l'IRD. Et tu as remercié Laurent Millet parce qu'il nous a vraiment beaucoup aidé sur ce projet. Et ces 2 ans, en fait, en tant que VSC, ont renforcé son envie de pouvoir faire une thèse. Et donc, on a réussi à avoir un financement qui a pu l'accueillir ici. Donc, c'est quand même une chance d'avoir un étudiant qu'on a pu connaître pendant 2 ans et poursuivre en thèse. Donc, maintenant, ça fait 5 ans que t'es parmi nous. Et ben, ça fait beaucoup de temps. J'ai pu apprécier en fait l'unité et à tous les jours en fait ta bonne humeur,
Tu es une personne en fait qui passe très bien, qui met du bonne humeur et ça va nous manquer en fait ça. Donc voilà. Tu as fait un travail. Quand on fait une thèse, c'est jamais facile. Tout le monde a connu ça. On passe par des moments de joie ou d'exaltation et des moments de grosse déception quand on doit isoler du virus Zika et qu'on a passé 200 prélèvements et qu'il n'y en a aucun qui ressort positif. C'est quand même c'est du gros boulot. On l'oublie souvent. Et donc voilà, je sais que tu as mis ta personne dans ce travail, même plus que ça, on va pouvoir le dire. Tu sais ce que c'est. Donc voilà, moi aussi j'ai beaucoup appris à ton contact, j'ai eu la chance de t'encadrer. C'était un challenge et pour toi et pour moi. Je te remercie pour le travail effectué de qualité, pour avoir représenté l'Institut Pasteur et l'unité aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Le travail qui te reste encore un petit peu à accomplir avant de nous quitter. Et bien sûr, en tant qu'encadrante, j'espère du fond de mon cœur que tu poursuivras la voie que tu souhaites et que tu arriveras à ce que tu veux et on fera en sorte et je me fais pas trop de doute. Donc voilà. Merci. Donc, président du jury, je vous rends la parole. Merci Myriel. Donc je vais terminer et alors j'ai une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire j'ai été rapporteur, donc j'aurais dû parler en deuxième, mais je vais également synthétiser ce qui a été dit. Mais donc je prends mon rôle de rapporteur dans un premier temps. Alors le titre m'a aussi posé un problème, comme tu le sais, mais alors il m'en a posé encore plus parce que je l'ai relu dans l'avion en venant. Alors bon, le problème, je l'ai signalé dans mon rapport, c'est qu'on parle des arboviroses, mais pas de chikungunya. Donc bon, quand même. Et par ailleurs, c'est pas vraiment les connaissances sur les épidémies, c'est les connaissances sur les mécanismes déclencheurs des épidémies ou certains des mécanismes qui peuvent expliquer l'apparition des épidémies. Donc voilà, pour un article là-dessus, je pense qu'il faudra réfléchir un petit peu au titre. Alors. Il est possible, je l'ai lu 2 fois, il est possible que je sois passé à côté. Il y a combien de moustiques en Nouvelle-Calédonie? Une vingtaine d'espèces, mais en vecteur d'arbovirus? Non, je parle d'espèces de moustiques. Une vingtaine. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas le nombre d'espèces qu'on a en Nouvelle-Calédonie. J'aurais 23, j'aurais dit 25 maintenant. Bon, moi non plus, je ne le sais pas, mais je crois que ce n'est pas écrit dans le document. Non, c'est possible que j'ai pas indiqué le chiffre exact. Alors bon, comme il y a quand même une petite thèse d'entomologie, puis qu'on est sur une île qui est pas très grande, ça m'aurait pas traumatisé de trouver un nombre de moustiques, et en particulier en signalant les 2 dernières espèces, en indiquant les 2 dernières espèces qui ont été signalées ici. Alors par contre, tu as bien dit qu'il y avait 3200 espèces végétales. Donc ouais. Voilà. Précisément, sur ce nombre d'espèces, est-ce que ça génère un risque? Je m'explique. Dans la discussion générale et les perspectives, tu écris « La région Pacifique apparaît comme une nouvelle zone d'émergence pour les arboviroses ». Alors c'est un peu ambigu comme formulation, c'est-à-dire qu'on se dit « oulala, c'est un hotspot d'émergence » ou alors « oui, comme partout ailleurs dans le monde, eh bien de temps en temps il se passe quelque chose ». Donc j'aimerais juste qu'on prenne 2 minutes pour un petit peu essayer de voir qu'est-ce qui peut faire que la Nouvelle-Calédonie, c'est plus ou c'est moins qu'ailleurs. Je pense que le virus Zika, un peu avant la région Pacifique, je pense en général, était plus touché par les épidémies. Et l'émergence du virus Zika dans la région a montré que la région Pacifique pouvait aussi devenir un lieu d'émergence d'une épidémie qui peut toucher ensuite l'ensemble de la zone tropicale et intertropicale. Après, dans la région Pacifique, il y a différents vecteurs. Donc en Nouvelle-Calédonie, on avait Aedes aegypti qui était connu comme vecteur d'arbovirus. Il semble qu'il y a potentiellement un autre vecteur qui a pu être introduit sur l'île. Mais voilà, je pense que la multiplicité des vecteurs de la région Pacifique fait qu'il pourrait y avoir sélection de variants qui pourraient aussi entraîner des épidémies. Est-ce que c'est ça qui a joué pour l'émergence du virus Zika?
Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'avant, la région Pacifique était connue pour être touchée par des épidémies. Et l'épidémie de Zika a montré que la région Pacifique pouvait être aussi à l'origine des émergences d'épidémies. En termes de santé publique, quels devraient être les critères qui font qu'une zone est plus à risque qu'une autre? Parce que toutes les régions du monde revendiquent que c'est des hotspots. On commence un article, alors l'Amérique du Sud c'est dangereux, l'Afrique alors on n'en parle pas, mais finalement, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui fait qu'on a un endroit, effectivement, objectivement, on va se retrouver avec un risque peut-être supérieur de quelque chose? Je n'ai pas la réponse, hein, bien sûr. Oui. C'est pour des échanges. Je pense que la région Pacifique a quand même été protégée pendant longtemps aussi des arbovirus, peut-être plus longtemps que l'Amérique du Sud ou l'Afrique. Maintenant, on voit que les sérotypes de dengue circulent quand même fréquemment dans la région. L'émergence du Zika était sûrement due au fait que la population était naïve dans l'ensemble de la région. Ça pourrait arriver aussi pour le virus chikungunya, malgré qu'il y ait eu une épidémie régionale en 2013. Après, pour d'autres virus, le fait que la population soit plutôt naïve pour une grande partie des arbovirus pourrait expliquer que ça ne deviendra peut-être pas le plus grand lieu d'émergence, mais ça peut devenir un des lieux d'émergence à l'échelle mondiale d'épidémies dues aux arbovirus. Ouais. Donc, c'est une discussion qu'on continuera sur le lien entre biodiversité et risque. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a quand même que 22 espèces de moustiques, il n'y a pas beaucoup d'espèces de vertébrés, même s'il y a pas mal d'oiseaux endémiques, etc. Ross River, Japanese encephalitis, yellow fever, c'est des risques? Je pense qu'avec l'augmentation des échanges et les mouvements humains qui augmentent maintenant avec les facilités de déplacement avec l'avion, je pense qu'il peut y avoir des risques d'introduction de ces virus en Nouvelle-Calédonie ou dans la région Pacifique. Je pense que oui, c'est un risque qui n'est pas négligé, même dans la région Pacifique. Alors, je vais revenir sur un petit peu, reprendre ce que Xavier de l'Emballerie avait... Non, oui, je crois que c'est Xavier qui avait parlé un petit peu des égyptiens dans la région. Alors, je vais reformuler un petit peu différemment. Plusieurs fois, surtout dans le chapitre 1, tu dis il y a une différenciation génétique modérée d'Aedes aegypti. Ces différences génétiques peuvent être dues aux conditions environnementales, à l'utilisation d'insecticides. D'accord, tout ça, oui. Mais alors, donc du coup, et tu vas voir où je vais en venir, Xavier a suggéré que peut-être une étude phylogénétique permettrait de dater l'arrivée d'Aedes aegypti. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible? Et quels devraient être les critères pour qu'on puisse y arriver? Je pense que ce qui serait intéressant, ça serait aussi plus d'augmenter le nombre d'échantillonnages pour pouvoir recréer, je pense, l'histoire de la migration d'Aedes aegypti dans la région. Parce que les milliers d'îles qui composent la région Pacifique font que... voilà, je pense qu'il faudrait augmenter, aller récolter des Aedes aegypti au Vanuatu, à Samoa. Enfin, augmenter le nombre d'échantillonnages pour peut-être avoir une étude qui serait plus adaptée à la région Pacifique. Parce que là, tu dis peut-être c'est lié à l'utilisation d'insecticides. Sauf erreur de ma part, les insecticides ont pour objectif de tuer et donc de limiter la taille des populations, ce qu'on appelle une pression de sélection. Et donc là, tu es typiquement dans un mécanisme où on balance entre l'adaptation des populations à une pression de sélection qui sont les insecticides et donc qui réduisent la diversité génétique et la dérive génétique où sans pression de sélection, effectivement, on laisse les gènes dériver et là, on peut commencer à dater. Mais en fait, personnellement, je pense que on n'aura aucune des îles ou probablement aucune des populations, sauf peut-être sur certaines îles, on va avoir des populations sans pression de sélection. En tout cas, en Nouvelle-Calédonie, il y a les insecticides. Oui, oui. Et une autre pression de sélection est simplement l'urbanisation. Hein. Je pense que sur quelques îles plus petites, peut-être que la Nouvelle-Calédonie, l'utilisation d'insecticides a été limitée. À Fidji et Tonga, l'utilisation des insecticides a été pendant très longtemps limitée à l'aéroport et au port peut-être. Mais du coup, la pression de sélection par les insecticides, je pense, a été limitée dans certaines îles. Mais du coup, oui, après, il faudrait
étudier d'autres. Voilà, donc il faut juste être prudent dans ou en tout cas savoir balancer selon les endroits entre précisément adaptation et dérive. Donc j'aurais plein de questions bien sûr, mais c'est pas des questions d'ailleurs, c'est des discussions. Juste une petite remarque. Tu as insisté plusieurs fois effectivement sur le microbiome. Oui, sûrement c'est passionnant, mais alors quel chantier? Et voilà, donc je veux dire, c'est un petit peu la bouteille à l'encre actuellement, le microbiome et l'épigénétique, et qui sont deux facteurs essentiels et majeurs, mais c'est des gros chantiers. Je reprends ma casquette de président. Donc, ce que je retiens des contributions des membres du jury, c'est que c'est un très bon document qui a été fait, que tu as bien présenté, que tu as acquis au cours de ta formation un panel de compétences avec du travail de terrain, travail expérimental, des réflexions sur de nouveaux outils, biologie moléculaire ou de nouveaux concepts en génétique des populations, un travail expérimental. Tu as publié plusieurs articles, donc ce qui prouve que ça économise du travail au jury parce que ça a déjà été évalué par les pairs. Donc je pense que voilà, j'ai un peu résumé ce qui a été dit. À mon tour, je voudrais simplement te remercier et remercier aussi Myriel de m'avoir invité à participer à ce jury. Bon, c'est quelque chose que j'aime bien, ces approches-là. Et te féliciter effectivement aussi pour le travail qui a été réalisé. Dans d'autres jurys que j'ai eu l'occasion de présider, on donne la parole aux docteurs qui sont dans la salle s'il y aurait une ou deux questions. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de docteurs dans la salle, des gens qui ont déjà leur PhD, j'en vois. Donc, si un ou deux docteurs ayant déjà un doctorat S-sciences veut poser une question, c'est possible. So that means if this, depending on the juries, it is possible also for audience, for people having already a PhD, being professionals, to ask questions, one or two. No. Bon, tu vas économiser ça. Donc, merci. Le public va se retirer ainsi que la candidate et le jury va délibérer.